Salut la famille tech, bienvenue sur Taverne Tech. Freelance IT, ça fait rêver, non? Travailler d'où tu veux, choisir tes projets, multiplier tes revenus par deux. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Je ne suis pas encore freelance moi-même, mais cette question elle me trotte sérieusement dans la tête. Et je sais que vous êtes nombreux aussi à vous la poser. Donc au lieu de rester dans le flou, j'ai décidé de faire toute la recherche. J'ai épluché les statuts juridiques, les plateformes, consulté les blogs et forums de freelance qui cartonnent et d'autres qui galèrent un peu plus. J'ai analysé les chiffres, les témoignages et les retours d'expérience. Aujourd'hui, je partage avec vous le fruit de cette enquête, un guide ultra complet pour savoir si le freelance IT, c'est fait pour toi. Et si oui, comment est-ce que tu peux te lancer sans te planter? On va parler de statut, de tarifs, de clients, d'outils, mais surtout, on va parler des difficultés dont personne ne parle. Les vrais risques, les pièges administratifs, la réalité du terrain. Que tu sois en phase de réflexion comme moi ou prêt à sauter le pas, ce guide, il va t'aider à choisir. Allez, c'est parti. Bon, déjà, freelance IT, ça veut dire quoi concrètement? En gros, si tu es un travailleur indépendant, t'as pas d'employeur, t'as que des clients. Tu vends tes compétences techniques à la journée, à la mission ou au projet. Contrairement au CDI, où tu as un salaire fixe tous les mois, là, c'est toi qui factures. Et c'est toi qui gères toute ta comptabilité, tes impôts, ta prospection, tes congés. Dans l'IT, les profils qui marchent le mieux en freelance en 2026, c'est les développeurs, les DevOps et SRE, les consultants cloud, les data engineers et analystes, les experts cybersécurité et les chefs de projet tech. Bref, si tu as des compétences techniques recherchées et un minimum de 2 à 3 ans d'expérience, franchement, tu as toutes tes chances. Mais attention, freelance, c'est pas juste coder en slip depuis Bali, c'est une vraie activité d'entrepreneur. Tu dois prospecter, tu dois négocier, facturer, gérer l'administratif. Franchement, c'est à peu près 70% de technique et 30% de business et de gestion. Donc si tu es allergique à l'administratif, ça va être un peu plus compliqué. Bon, on commence par le positif. Parce que oui, le freelance IT, ça a quand même de sérieux avantages. L'avantage numéro 1, c'est la liberté. Tu es libre de choisir tes missions. Si un projet ne te convient pas ou que la collaboration avec le client est difficile, bah tu peux refuser. En CDI, t'as pas vraiment ce luxe. Tu es libre de bosser d'où tu veux, en full remote, dans un café, dans un coworking, même depuis l'étranger si tu es bien organisé. Tu es libre de choisir tes horaires. Si tu veux bosser le soir et dormir le matin, personne ne va venir te demander des comptes. Le deuxième avantage, c'est les revenus. En freelance, ton taux journalier moyen ou TJM, c'est à peu près ta base et franchement, ça peut vite grimper. Un exemple concret en 2026 en France, un junior, ça peut être entre 350 à 500 euros, un confirmé entre 500 et 650 par jour, un senior entre 650 et 850, et un expert, ça peut commencer à 850 et ça peut monter bien au-delà. Si tu factures 500 euros par jour et que tu bosses 200 jours dans l'année, en enlevant tes congés, tes périodes creuses, ça fait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires. En CDI, pour le même profil, tu es peut-être à 45 ou 50 000 bruts annuels. Là, même après les charges et les impôts, tu peux doubler tes revenus. L'avantage numéro 3, c'est l'évolution. En freelance, tu changes de projet tous les 6 mois ou un an. Résultat, tu montes vite en compétences. Tu es exposé à plein de stacks, de méthodologies et des équipes différentes. Alors qu'en CDI, tu es souvent sur le même projet pendant des années. En freelance, tu apprends quand même 3 fois plus vite. Le quatrième avantage, c'est l'autonomie. Tu décides de tout, ta stack technique, tes outils, ton organisation, ta stratégie commerciale. Il n'y a personne pour te dire quoi faire. Si tu es du genre à aimer prendre des décisions et gérer ton truc, c'est le kiff total. Bon, maintenant, on passe aux choses moins fun. Parce que le freelance, c'est pas que des paillettes. La première difficulté, c'est l'instabilité. En CDI, tu as un salaire qui tombe tous les mois. Même si ta boîte va mal, tu es quand même protégé. En freelance, une mission peut s'arrêter du jour au lendemain. Le client peut décider de couper les budgets et soudainement, tu te retrouves sans revenu. Et contrairement au CDI, tu n'as pas de droit au chômage classique. Tu peux cotiser à l'assurance chômage des indépendants, mais c'est quand même moins avantageux. Les périodes creuses, ça arrive surtout en début de carrière. Tu n'as pas toujours des missions qui s'enchaînent. Résultat, tu peux te retrouver 1 ou 2 mois sans revenu total. La deuxième difficulté, c'est la charge mentale. En freelance, tu n'es pas juste développeur ou DevOps, tu es aussi commercial, comptable et chef d'entreprise. Tu dois prospecter en permanence, même quand tu es en mission, parce que si tu attends la fin de ta mission pour chercher la suivante, c'est déjà trop tard.
Tu dois gérer ta comptabilité, tes factures, tes relances clients, tes déclarations fiscales. Ça te demande quand même énormément de temps. Et tu bosses souvent seul. Pas de collègues pour débriefer, pour prendre le café, pour rigoler, pour brainstormer. Ça peut être pesant un peu à la longue. La troisième difficulté, c'est que tu n'as pas de congé payé. En CDI, tu prends 5 semaines de congé, avec des RTT, tu touches souvent ton salaire. En freelance, pendant tes congés, tu as zéro revenu. Tu veux partir 3 semaines en vacances, ok, mais c'est quand même 3 semaines de TJM en moins. Ça fait mal au portefeuille. Donc, tu dois anticiper, provisionner, budgétiser tes congés et c'est un changement total de mindset. La quatrième difficulté, c'est la protection sociale. En CDI, tu as une mutuelle d'entreprise, une prévoyance, une retraite complémentaire. En freelance, c'est à toi de tout gérer. Ta mutuelle, tu la payes. Ton arrêt maladie, c'est beaucoup moins bien indemnisé. Ta retraite, tu cotises moins bien qu'en CDI. Et si tu te casses une jambe et que tu peux pas bosser pendant 3 mois, en vrai, la situation devient vraiment compliquée si tu n'as pas anticipé. La cinquième difficulté, c'est la pression. En freelance, chaque mission, c'est une nouvelle boîte à séduire. Tu dois faire tes preuves à chaque fois, tu n'as pas de période d'essai, tu n'as pas de formation, tu dois être opérationnel tout de suite. Et si le client n'est pas content, il peut mettre fin au contrat. Pas de procédure longue, pas de préavis, ça met une pression constante. Voilà, je te cache rien, le freelance, c'est pas pour tout le monde. Mais si tu connais toutes ces difficultés à l'avance, tu peux facilement t'y préparer. Bon, on attaque dans le concret. Tu veux te lancer en freelance en France? Quel statut tu commences par choisir? Il existe 3 options principales. Tu as la micro-entreprise, le portage salarial ou la société SASU-URL. La micro-entreprise, c'est littéralement le statut le plus simple pour démarrer. Tu te crées une micro-entreprise sur le site de l'URSSAF, ça prend 10 minutes, c'est gratuit et hop, t'es lancé. Les avantages, c'est que les démarches sont super simples, la comptabilité elle est simplifiée et les charges sociales elles sont calculées sur ton chiffre d'affaires. C'est entre 20 et 45%. Par contre, les inconvénients, c'est que tu es plafonné jusqu'à un chiffre d'affaires à 77 000 à peu près. Tu payes tes charges même si tu fais zéro bénéfice et tu n'as pas d'optimisation fiscale possible. En gros, si tu débutes et que tu veux tester le freelance sans te prendre la tête, c'est parfait. Mais dès que tu dépasses 70 000, 80 000 de chiffre d'affaires, il va falloir que tu fasses autre chose. La deuxième option, c'est le portage salarial. Là, c'est un peu un mix entre un CDI et le freelance. Tu restes salarié d'une société de portage, genre Prium, ITG, Webportage, mais tu prospectes tes propres missions. Comment ça marche exactement? Tu trouves une mission, tu négocies ton TJM et la société de portage facture à ta place. Ensuite, elle te reverse un salaire après avoir pris ses prestations. Les avantages, c'est que tu as un bulletin de salaire, une mutuelle, une prévoyance. Tu cotises pour le chômage et la retraite comme un CDI. Tu as zéro administratif à faire, c'est trop bien. Et les inconvénients, par contre, c'est que tu as des frais de gestion. Tu as moins de liberté quand même qu'une micro-entreprise et tu restes dépendant d'une société par contre. C'est top si tu veux la sécurité du salariat, même avec la liberté du freelance. C'est génial pour tester avant de te lancer en société. La troisième et dernière option, c'est la société. Là, tu crées ta propre entreprise, tu crées ta propre boîte. C'est une société par action simplifiée unipersonnelle ou c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est à toi de choisir. Les avantages, c'est que tu as une optimisation fiscale. Tu peux verser des petits salaires et prendre le reste en dividendes. Tu n'as pas de plafond sur le chiffre d'affaires. Par contre, les inconvénients, c'est que tu es obligé de prendre un comptable. Donc, ça coûte à peu près entre 100 à 200 euros par mois. C'est pas donné. Et aussi, les démarches sont un peu plus complexes à la création. Et à gérer, c'est un peu plus lourd qu'une micro-entreprise. En gros, c'est vraiment intéressant si tu commences à gagner 70 000 ou 80 000 de chiffre d'affaires. Sinon, tu perds de l'argent avec les frais. Alors, ce que je te conseille, c'est que tu peux débuter par une micro-entreprise. C'est simple, rapide et gratuit. Si tu veux de la sécurité, pars pour le portage salarial. Et si tu commences à dépasser un chiffre d'affaires de 70 à 80 000, il va falloir que tu passes sur la société. Voilà. Bon, tu as choisi ton statut. Maintenant, il faut trouver tes premiers clients. Et là, c'est souvent la plus grosse difficulté quand tu te lances en freelance. La première méthode, c'est les plateformes de freelance. Il en existe quelques-unes. En France, tu as 3 plateformes principales. Tu as Malte, c'est la plus connue. Tu as un gros catalogue de missions. C'est facile pour démarrer. Par contre, tu as beaucoup de concurrence. Et Malte va prendre une commission sur tes premières missions. Ensuite, tu as Comet. C'est plus orienté sur les profils confirmés et experts. Il y a moins de missions, mais par contre, tu es mieux payé. Et tu n'as pas de commission parce que je crois que c'est l'entreprise qui la paye. Et tu as Freelance République, c'est spécialisé dans la tech et tu n'as pas de commission non plus. Mon conseil, inscris-toi sur les 3 plateformes, optimise ton profil, portfolio, certification et projet et postule à fond sur les premières semaines. La deuxième méthode, c'est le réseau. Franchement, c'est la méthode la plus efficace. La plupart des freelances qui cartonnent trouvent souvent leur mission par leur réseau. Comment tu peux faire ça? Alors, il faut que tu optimises ton profil LinkedIn,
mais par exemple freelance DevOps disponible, partage du contenu tech, commente, like, connecte avec les gens. Tu peux contacter tes anciens collègues, tes potes, ta promo, dis-leur que tu recherches des missions. Va dans des meet-up, des conférences tech, des événements. Le networking, c'est quand même super puissant. La troisième méthode, c'est le cold outreach. C'est contacter directement les boîtes qui t'intéressent, même si elles n'ont pas forcément publié d'offres. En gros, tu cibles des ESN et des startups qui recrutent souvent des freelances. Tu leur envoies un message LinkedIn ou un mail du genre « Bonjour, je suis freelance DevOps avec 5 ans d'expérience sur Kubernetes et Terraform. Je vois que vous travaillez sur le cloud et je serais ravi d'échanger si vous cherchez des profils en renfort. » C'est simple, direct et efficace. Tu auras peu de réponses, mais tu en auras peut-être quelques-unes. C'est déjà ça. Mon dernier conseil, c'est la spécialisation. Plus tu te spécialises, moins tu as de concurrence et plus tu peux augmenter ton TJM. Un exemple, tu as développeur React et un expert React Native pour les applications de e-commerce. La deuxième option aura beaucoup moins de concurrents et pourra facturer beaucoup plus cher. Tu trouves ta niche, ça peut être une techno, du Rust, du Co, un secteur, FinTech ou Health Tech, ou un type de mission, migration cloud, automatisation, CICD. Et un dernier petit truc au début, accepte des missions tremplin. Même si ce n'est pas le projet de tes rêves, ça te fait de l'expérience, des références et un portfolio. Après 6 mois, tu pourras être un peu plus sélectif. Bon, tu as trouvé un client intéressé. Il te demande maintenant, c'est quoi ton TJM? Et là, tu te poses la question et tu te dis, mais déjà, j'en ai aucune idée. Alors, comment tu fixes ton TJM? La méthode de base, tu prends ton salaire annuel brut que tu veux, tu multiplies par 2 et tu divises par 200 jours travaillés. Exemple, tu veux l'équivalent de 50 000 bruts annuels en CDI. Tu fais 50 000 x 2 et ensuite tu divises par 200. Ça fait à peu près 500 euros par jour. Ton TJM minimum, c'est 500 euros. Alors, pourquoi multiplier par 2? Parce qu'en freelance, tu as des charges sociales, entre 21 et 45% selon ton statut. Tu as des impôts, des congés non payés, des périodes creuses et des frais. Donc de la comptabilité, des outils, des assurances. Le facteur 2, il va permettre de compenser tout ça. Alors les TJM moyens en fonction de l'expérience et le profil. Junior, ça peut être 300 à 450 par jour. Confirmé entre 450 et 600 euros. Senior entre 600 et 800 euros. Architecte entre 800 et 1200 euros par jour. Alors ces tarifs varient selon la stack technique. React et Python, c'est moins cher que du Rust ou du Go par exemple. La région, Paris paye mieux que la province. Tu as l'urgence. Les missions qui démarrent dans 2 jours, c'est un TGM avec 20% plus cher. La durée de la mission, une mission longue va avoir un TGM plus bas. Alors, les erreurs à éviter absolument. Il ne faut pas brader les tarifs au début, genre te dire je suis débutant, je vais facturer 250 euros par jour pour être sûr de trouver. Non, jamais. Pourquoi? Tu te mets dans la situation financière difficile. Après les charges et les impôts, il ne va pas te rester grand-chose. Tu dévalues tout le marché. Les clients qui s'habituent à payer rien du tout, c'est quasi impossible de remonter ton TJM après tout ça. Si ton premier client te paye 250 euros, il va jamais accepter de te payer 500 euros après. Donc fixe un TJM correct dès le départ. Si tu trouves pas de mission, c'est pas forcément ton tarif, c'est peut-être ton profil ou ton pitch ou ta prospection. Ok, tu as ton statut, tes clients, ton TJM, maintenant il faut s'organiser. Parce que gérer une activité de freelance, c'est pas juste coder. Pour la facturation, tu dois envoyer des factures à tes clients, les relancer s'ils ne payent pas, suivre tes encaissements. Les outils français que je recommande, tu as Freebie, c'est simple, parfait pour débuter. Pennylane, c'est plus complet et en plus ça gère aussi la comptabilité. Et Indy, c'est spécialisé pour les freelances et ça synchronise aussi avec tes comptes bancaires. Ces outils, ils génèrent tes factures automatiquement, ils envoient des relances si le client ne paye pas et ils vont te faire gagner un temps fou. Pour la comptabilité, si tu es en micro-entreprise, tu peux gérer ta comptabilité tout seul. C'est simple, tu as juste à tenir un livre de recettes. Si tu es en société, là, c'est obligatoire de prendre un expert comptable. Ça coûte entre 100 et 200 euros par mois, mais crois-moi, ça vaut le coup. Il gère tout. Le bilan, la déclaration fiscale, les optimisations. Ensuite, pour la gestion du temps, en freelance, ton temps, c'est de l'argent. Donc, il faut savoir exactement combien d'heures tu bosses sur chaque projet. Les outils de time tracking, j'en ai plusieurs. Tu as Toggle, c'est ultra simple avec une interface clean. Et tu as Clockify, c'est gratuit et complet. Ça te permet aussi de vérifier si ton TJM est rentable. Si tu factures 500 euros par jour, mais que tu bosses 12 heures par jour, en vrai, ton taux horaire, il est vraiment bas. Alors pour la prospection et CRM, pour gérer tes leads, tes relances, ton pipeline de mission, pas besoin d'un CRM ultra complexe. Tu peux utiliser Notion,
créer une database avec des prospects, leurs statuts, tes relances, etc. Tu as Airtable, c'est pareil mais avec des vues un peu Kanban, c'est hyper pratique. Et l'idée c'est de jamais laisser un lead sans réponse. Tu prospects, tu relances et tu suis. Pour les contrats, avant de démarrer une mission, il faut signer un contrat. Ça protège les deux parties, l'employeur et l'employé. Les clauses essentielles, c'est la durée de la mission, le TJM et les modalités de paiement, des paiements 30 jours ou 60 jours, la clause de confidentialité ou la propriété intellectuelle et les conditions de résiliation du contrat. Tu trouves des templates de contrats freelance gratuits sur le site de l'URSSAF ou sur des forums comme Freelance Info par exemple. Pour les assurances, en France, si tu fais du conseil ou du dev, c'est quasi indispensable de prendre une responsabilité civile professionnelle. Ça coûte entre 15 à 30 euros par mois. Ça te couvre en fait si ton code plante sur le système du client et qu'ensuite il va te poursuivre en justice. Je recommande aussi une prévoyance en cas d'arrêt maladie ou d'accident. Ça compte à peu près entre 50 à 100 euros par mois, mais ça te protège vraiment bien quand ça t'arrive. Voilà pour les outils. En gros, compte entre 10 à 15% de ton temps de travail sur l'administratif et la gestion. Bon, avant de conclure, je veux te parler de 5 erreurs que tous les freelances débutants font et que tu dois absolument éviter. La première erreur, c'est se lancer sans trésorerie. Si tu te lances en freelance avec 500 euros sur ton compte, tu risques de rencontrer des difficultés. Pourquoi? Eh bien parce que les clients ne payent pas toujours à temps. Les délais de paiement, c'est entre 30 jours minimum, parfois jusqu'à 60. Donc entre le moment où tu factures et le moment où tu touches l'argent, ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Mon conseil, et entre minimum 3 à 6 mois de charge de côté avant de te lancer. Ça te permet de tenir même si tu as une période creuse ou un client qui paye en retard. La deuxième erreur, c'est négliger la prospection en continu. Beaucoup de freelances se disent « Ok, j'ai une mission de 6 mois, je suis tranquille » et ils prospectent pas pendant leur mission. Résultat des courses, la mission se termine et ils ont totalement rien derrière eux. Et du coup, après, ils perdent 2 mois sans revenu. La règle d'or, c'est prospecte en permanence. Même quand tu es en mission, garde toujours 2 à 3 leads chauds dans ton pipeline. La troisième erreur, c'est accepter n'importe quelle mission. Au début, c'est tentant de dire oui à tout, mais franchement, si la mission ne t'intéresse pas, si la collaboration est compliquée ou que la stack ne te convient pas, tu risques de te décourager rapidement. Ce que je te conseille, c'est sois sélectif, choisis des missions où tu vas apprendre avec des clients sympas et sur des technos qui t'intéressent. Même si tu gagnes un peu moins au début, tu seras beaucoup plus heureux. La quatrième erreur, c'est sous-estimer l'administratif. Les factures, les relances, la comptabilité, les déclarations fiscales, ça prend du temps. Si tu te dis, je vais gérer ça le soir après ma journée de dev, tu vas vite saturer. Ce que je te conseille, c'est bloque une demi-journée par semaine pour l'administratif et automatise au maximum avec les outils que je t'ai parlé précédemment. La cinquième erreur, c'est ne pas se former. En freelance, si tu restes sur tes acquis, ta compétitivité diminue. Les technos évoluent ultra vite. Si tu maîtrises toujours une vieille version de React alors que tout le monde est passé sur la dernière version de React, tu vas avoir du mal à trouver des missions. Mon conseil, réserve 5 à 10% de ton temps pour la formation. Lis, teste, expérimente, passe des certifications. C'est ce qui va te permettre de rester compétitif et augmenter ton TJM. Voilà, on a fait le tour. Si je devais te donner une checklist pour te lancer en freelance IT en 2026, ça te donnerait ça. Choisis ton statut, micro-entreprise pour commencer. Fixe ton TJM, c'est le salaire souhaité x2 divisé par 200. Crée ton profil sur Malte, Comet et Freelance République. Optimise ton profil LinkedIn et active-toi sur tes réseaux. Prospect à fond les premières semaines. Signe ton premier contrat avec les bonnes clauses. Utilise les bons outils pour gagner du temps. Et prospect en continu même pendant que tu travailles en mission. En vrai, le freelance IT, c'est pas pour tout le monde. Si tu as besoin de sécurité, de stabilité et que l'administratif te rebute, reste en CDI. Mais si tu aimes la liberté et que tu as envie de booster tes revenus et que tu es prêt à gérer un peu plus de complexité, franchement, ça a l'air d'être une option géniale. Moi, je continue ma recherche. Peut-être que je me lancerai un jour, peut-être pas, mais au moins, maintenant, on sait exactement à quoi s'attendre. Si toi aussi tu réfléchis au freelance, dis-moi en commentaire où t'en es. T'as déjà sauté le pas ou t'hésites encore? Partage ton expérience, ça m'intéresse. Et si le freelance t'intéresse parce que tu veux devenir DevOps, n'hésite pas à check ma vidéo sur comment devenir DevOps en 2026. Le lien est sur la vidéo. Allez, à plus, la famille tech. Salut!